Bonjour, la semaine passée, nous avions abordé le qui carré, lequel permet de savoir dans quelle mesure une relation révélée par l'analyse tabulaire bivariée est statistiquement significative ou pas au niveau de la population. Toutefois, on en a déjà parlé, le qui carré a tendance à être statistiquement significatif au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente, d'où la nécessité de calculer les mesures d'association qui lui sont associées, en l'occurrence le V de Kremer et le gamma. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on analyse une relation entre une variable indépendante dichotomique et une variable dépendante quantitative? On utilise principalement le test T. Donc aujourd'hui, nous verrons comment comparer deux moyennes de groupes en termes de différence à l'aide du test T de Steven. Nous venons de le justifier, il reste à apprendre à le définir et à reconnaître les situations de recherche qui justifient l'utilisation d'un tel test d'hypothèse. Analyser un tableau, un diagramme et une courbe des moyennes mettant en relation une variable indépendante dichotomique et une variable dépendante quantitative, effectuer le test T de Steven et en interpréter les résultats en termes de signification statistique tout en étant en mesure de différencier un test bilatéral d'un test unilatéral, savoir calculer et interpréter l'état carré comme la mesure d'association qui est associée au test T de Steven, et donc l'interpréter en termes de signification réelle, et finalement reconnaître les conditions d'application du test T de Steven, étant entendu que quelques remue-ménages et exercices éclairs aideront à consolider les acquis. Tel est donc l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Au fait, nous sommes habitués à penser en termes de dualité, parfois de dualisme, oui, non, homme, femme. Tout se passe comme si l'esprit humain fonctionne mieux avec les raisonnements binaires. Et souvent, nous voulons savoir si cette dichotomisation, tantôt naturelle, tantôt artificielle, a un effet sur les phénomènes quantitatifs que l'on étudie, du genre revenu, nombre d'années de scolarité. Intéressons-nous à la relation entre le sexe et le temps d'écoute de la TV par jour. Ici, on cherche à expliquer la variation dans le temps d'écoute par la différence entre hommes et femmes. Dans ce contexte, l'analyse tabulaire bivariée et donc le qui carré ne sont pas appropriés, puisque si on devait utiliser un tableau bivarié, on aurait pu se retrouver avec autant de lignes que de valeurs de la variable dépendante. Et si on veut utiliser malgré tout l'analyse tabulaire bivariée et donc le qui carré, il faut catégoriser la variable dépendante de façon à obtenir une variable catégorielle. Par exemple, on peut catégoriser de cette façon, on peut isoler un groupe dont les scores en termes de nombre d'heures passées devant la TV varient de 0 à 1,99. Un deuxième groupe où on a 2 à 3,99 heures. Un troisième groupe où on a 4 heures et plus. Ainsi, on peut utiliser l'analyse tabulaire bivariée et donc le qui carré. Par contre, lorsqu'on procède à la catégorisation, il en résulte une perte d'information. En fait, la catégorisation nous amène à placer dans une même catégorie des scores qui sont pourtant différents les uns des autres, ou bien à séparer des scores qui sont pourtant proches. Alors, on va le vérifier ensemble. Supposons qu'on ait un cas déviant qui passe, c'est pas 15 heures devant la TV. Eh bien, ce cas est classé dans le groupe 3. Regardons bien ici, le score 15 heures est très éloigné par rapport au score 4 heures. Et pourtant, on les place dans une même catégorie. De même, prenons un autre cas dont le score est de, par exemple, 1,99. Eh bien, ce cas sera classé dans le groupe 1. Et pourtant, regardons, 1,99 est plus proche de 2. Pourtant, on considère que 1,99 est différent de 2.
puisque les deux scores n'appartiennent pas au même groupe. Et donc, lorsque nous procédons à la catégorisation, nous sommes amenés à séparer des scores qui sont pourtant proches les uns des autres, mais aussi à mettre dans une même catégorie des scores qui sont très différents les uns des autres, de telle sorte qu'il en résulte une perte d'information qui risque de changer complètement la structure de la relation. Autrement dit, la signification réelle peut être diminuée par ce fait même. De même, lorsqu'on a fini de procéder à la catégorisation, on diminue le niveau de mesure de la variable ici quantitative temps d'écoute de la TV. De telle sorte que tout ce qu'on peut calculer, ce sont les fréquences. Nous ne pouvons plus calculer ni la moyenne, ni l'écart type. Et donc, en diminuant ainsi le niveau de mesure de la variable ici quantitative, on perd les propriétés mathématiques de cette variable, de telle sorte qu'on perd en conséquence la puissance statistique. Eh bien, la puissance statistique, c'est la capacité d'un test à révéler une relation lorsque cette relation existe bien sûr au niveau de la population. Précisément, c'est la capacité à rejeter l'hypothèse nulle lorsque celle-ci s'avère fausse. Eh bien, cette capacité, on la perd lorsqu'on procède à la catégorisation. Et donc, pour ne pas perdre de l'information et courir le risque de changer complètement la structure de la relation, mais aussi pour profiter des propriétés mathématiques inhérentes à la variable quantitative ici, temps d'écoute, et augmenter la puissance statistique, il y a un moyen, c'est d'utiliser le test de Student qui ne nécessite pas un nombre important d'effectifs comparativement à l'analyse tabullaire bivariée et le qui-carré. Le test de Student est donc approprié lorsqu'on analyse une relation entre une variable indépendante dichotomique et une variable dépendante quantitative, contenue précisément. Ici, la relation entre le sexe et le temps d'écoute de la TV par jour nous semble plausible. En fait, on peut avancer l'hypothèse que les femmes sont plus susceptibles de passer beaucoup de temps devant la TV comparativement aux hommes parce qu'elles sont plus nombreuses, en particulier à rester au foyer. Alors, c'est juste une hypothèse qu'on peut tenter de vérifier à l'aide du test de Student. Auparavant, il faut s'assurer effectivement qu'il y a un minimum de relations, de différences au niveau des données de l'échantillon. Et on peut utiliser, en l'occurrence, le tableau des moyennes. Autant dans le cas d'un tableau bivarié, nous calculons et comparons les pourcentages à l'intérieur des catégories de la variable indépendante, autant ici, nous calculons et comparons les moyennes à l'intérieur des catégories de la variable indépendante, ici, sexe. En particulier, les femmes passent 3 heures devant la TV comparativement aux hommes 2,75 heures. Eh bien, on peut visualiser cette différence à l'aide du diagramme des moyennes et surtout de la courbe des moyennes. En l'occurrence, on se rend compte que la différence est de l'ordre de moins 0,26 heures. C'est environ 15 minutes. Donc, il semble y avoir une différence entre hommes et femmes quant au temps d'écoute de la TV. Évidemment, il faut s'assurer que cette différence qui existe au niveau de l'échantillon n'est pas le fruit du hasard de l'échantillonnage et qu'elle existe au niveau de toute la population dont est issu cet échantillon. Autrement dit, le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon qui nous révèle l'existence d'une relation, d'une différence, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de relation, de différence. Quelle est la probabilité de trouver une relation, une différence dans cet échantillon, alors qu'il n'y a pas de relation au niveau de la population? Eh bien, pour ce faire, il faut procéder au test de Student, qui consiste à tester en particulier l'hypothèse nulle d'une absence de relation entre le sexe et le temps passé devant la TV, d'une absence de différence précisément dans le temps moyen passé devant la TV entre les hommes et les femmes au niveau de la population. Précisément, il n'y a pas de différence entre la moyenne des hommes et des femmes, ou bien que la différence est nulle au niveau de la population. Qu'en est-il de l'hypothèse alternative? Eh bien, on peut la formuler de 3 façons, mais de 3 façons seulement l'une à considérer. En l'occurrence, on peut la formuler de façon bidirectionnelle.
Du genre, il y a une différence dans le temps moyen passé devant la TV chez les hommes et les femmes au niveau de la population. En l'occurrence, lorsqu'on ne précise pas le sens de la différence, on peut formuler ce qu'on appelle une hypothèse bidirectionnelle. En revanche, lorsqu'on spécifie la direction de la différence, on peut y aller de façon unidirectionnelle inférieure, du genre la moyenne des hommes est inférieure à celle des femmes, ou bien la formuler de façon unidirectionnelle supérieure, mais la moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes. Et donc, tout à l'heure, on va revenir sur les différentes nuances entre ces trois types d'hypothèses alternatives, mais pour le moment, on va s'intéresser seulement à l'hypothèse alternative bidirectionnelle. Donc, on va la formuler de façon bilatérale, étant entendu, bien sûr, qu'on cherche à attester plutôt l'hypothèse nulle d'une absence de relation ou de différence. Quelle en est la logique? Autant dans le cas du qui carré, on compare les fréquences observées aux fréquences attendues s'il n'y avait pas de relation, eh bien autant dans le cas du test T, eh bien on compare une différence observée au niveau des données de l'échantillon à une différence attendue s'il n'y avait pas de relation au niveau de la population. Et donc si la différence observée au niveau de l'échantillon est similaire à la différence attendue s'il n'y avait pas de relation au niveau de la population, eh bien on peut croire qu'il n'y a pas de relation, de différence. En revanche, si la différence observée s'écarte nettement de la différence attendue, eh bien, on peut croire qu'il y a une relation. Voilà un peu l'intelligence du test T qui consiste simplement à comparer une différence observée à la différence attendue s'il n'y avait pas de relation. Et donc, pour augmenter les chances de trouver une relation, il faut que la différence observée s'écarte nettement de la différence attendue. Comment calculer maintenant le T de Sudden à partir des différences observées et attendues? Eh bien, on va faire le parallèle avec le calcul du qui carré qui consiste à prendre les fréquences observées moins les fréquences attendues ou théoriques. Également, ici, on prend la différence observée au niveau de l'échantillon, autrement dit, moins du groupe 1 moins du groupe 2, moins la moyenne théorique ou attendue s'il n'y avait pas de relation au niveau de la population. S'il n'y avait pas de relation entre le sexe et le temps passé devant la TV, autrement dit, si les moyennes hommes et femmes étaient égales, on aurait une valeur nulle. Donc ici, la différence attendue est égale à 0 dans le cas d'une absence de relation. Et donc, on peut éliminer ce terme. Et donc, si on suit la logique sous-jacente à la formule du qui carré, ici, on relativise la différence observée par la différence attendue, c'est-à-dire 0. Mais on ne peut jamais relativiser un nombre par 0. Et donc, les statisticiens vont plutôt relativiser la différence observée par ce qu'ils appellent l'erreur type de cette différence observée. Bien voilà, vous obtenez le T de Sudden consiste simplement à relativiser la différence observée par l'erreur type de cette différence. Autrement dit, est-ce que la différence observée est plus grande ou plus petite que l'erreur type de cette différence observée? Encore, à combien d'écart type de 0 la différence observée se situe-t-elle par rapport à son erreur type? Donc voilà, vous avez la formule du T de Sudden devant vous. En fait, c'est la différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Nous avons fini de la calculer, c'est moins 0,26, divisé par l'erreur type de cette différence. En fait, ce qui est nouveau ici comme concept, c'est l'erreur type. Et pour bien comprendre cette forme d'erreur type, on va revenir à l'erreur type d'une moyenne que vous connaissez. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse à l'échantillon dans son ensemble. Peu importe qu'on soit homme ou femme, on s'intéresse au temps d'écoute de la TV dans l'ensemble de l'échantillon. Ici, la moyenne est de 2,8 heures. Donc, en moyenne, les cas de l'échantillon passent 2,8 heures devant la TV par jour. Posons-nous la question de savoir, et si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, que serait l'écart type de toutes ces moyennes d'échantillons possibles? Eh bien, ce qu'on appelle l'erreur type d'une moyenne, dont vous connaissez la formule, puisque nous l'avions rencontrée lorsque nous abordions l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne. Donc, vous avez la formule devant vous. Donc, vous prenez l'écart type de l'échantillon, ou l'écart type de la population, relativisé par la racine carrée de petit n, ou bien prenez la variance divisé par n, la racine carrée de tout. Encore, prenez la variance, multipliez par 1 sur n et mettez la racine carrée. Le résultat sera l'erreur type d'une moyenne d'échantillon.
Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on implique la variable sexe de façon à expliquer la variation dans le temps passé devant la TV? Eh bien, dans ce cas, l'échantillon sera scindé en deux sous-échantillons. Sous-échantillon homme et sous-échantillon femme. Mais on peut calculer la différence entre les moyennes des deux groupes. Ici, la différence est de moins 0,26 heures. Mais cette différence entre les deux moyennes de groupe est symbolisée ici par des X bar. Ben justement, le hasard de l'échantillonnage a fait de telle sorte qu'on soit tombé sur cet échantillon qui nous révèle une différence de moins 0,26. Donc, c'est la différence observée. Si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, la plupart des échantillons auraient certainement des différences de moyenne qui se rapprocheraient de la différence qui a été réellement observée. Et très peu d'échantillons auraient vraiment des différences de moyenne qui s'écarteraient nettement de la différence qui a été observée. De telle sorte que la distribution de toutes les différences de moyenne d'échantillons possibles va suivre une distribution normale qu'on peut prédire, de telle sorte qu'on peut déterminer les 100% des données qui sont comprises à plus ou moins un écart type de la différence qui a été observée. C'est ce qu'on appelle l'erreur type d'une différence de deux moyennes. Et l'erreur type d'une différence entre deux moyennes se calcule de la même façon que l'erreur type d'une moyenne. Ici, vous prenez la variance combinée, puisqu'on a deux sous-échantillons, celui des hommes et celui des femmes. Donc, au lieu d'avoir une seule variance, on a une variance combinée. Donc, vous prenez la variance combinée, multipliée par 1 sur N1, puisque vous avez le groupe des femmes, plus 1 sur N2, le groupe des hommes. La racine carrée nous donne tout simplement une valeur en termes d'écart type. Donc, on voit bien que l'erreur type d'une moyenne et l'erreur type d'une différence entre deux moyennes se calculent de la même façon. Alors, comment on calcule maintenant la variance combinée? Assez rapidement, puisqu'on veut combiner la variance du groupe femme et la variance du groupe homme, eh bien, on prend la variance du groupe 1 plus la variance du groupe 2. Alors, comme les deux groupes n'ont pas le même effectif, eh bien, il faut pondérer par la taille des deux groupes, de façon à obtenir ce qu'on appelle la somme pondérée des variances des deux groupes. Alors, pour obtenir une valeur moyenne, eh bien, il faut relativiser par la taille des deux groupes. Alors, un problème subtil apparaît, on l'a vu lorsque nous calculions la variance d'un échantillon. Lorsque vous relativisez la somme des carrés par la taille de l'échantillon, vous obtenez une variance biaisée. Et pour corriger ce biais, on avait retranché un cas. C'est le même problème qui apparaît ici. Il faut retrancher un cas de l'échantillon 1 et un cas de l'échantillon 2 de façon à obtenir ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Eh bien, ici, le rapport donne ce qu'on appelle la variance combinée. J'applique cette formule de la variance combinée et j'obtiens 4,59. Donc, multiplié par 1 sur N1 plus 1 sur N2, le résultat sera 0,098. Donc, ici, 0,098 symbolise l'erreur type de la différence observée entre les deux moyennes de groupe. En l'occurrence, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, on est sûr à 68% que la vraie différence au niveau de toute la population va se situer à moins 0,26 plus ou moins 0,098. Connaissant la différence observée moins 0,26, l'erreur type de cette différence observée 0,098, eh bien, on peut reconstituer la formule du T de Student de façon à retrouver la valeur moins 2,65. Évidemment, cette valeur ne signifie rien en elle-même. On a l'impression que moins 2,65 est assez éloigné de 0 pour attester d'une différence significative. Mais on n'est pas sûr. Il faut s'assurer effectivement que la valeur calculée du T excède la valeur critique du T. Pour trouver cette valeur critique, ça prend deux paramètres. Donc, il faut connaître le nombre de degrés de liberté. En fait, on vient de le calculer. Vous retranchez un cas du groupe 1, un cas du groupe 2 et vous additionnez les différences. Ici, on obtient 1938. Le seuil de signification, fixons-le par convention à 0,05. Donc, connaissant ces deux paramètres, eh bien, on peut trouver la valeur critique du T sur la table de la distribution d'échantillonnage du T de Student. Voilà comment se présente cette table qui est un peu plus complexe que celle du carré. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux types de tests. Test bilatéral ou bidirectionnel
test unilatéral ou unidirectionnel. Alors ici, notre hypothèse alternative étant formulée en termes bidirectionnels, eh bien, on va opter pour un test bilatéral. Pour un seuil de 0.05, avec 1938 comme degré de liberté, évidemment, 1938 n'est pas stipulé sur cette table, alors on va préférer prendre la valeur à l'infini. Il nous faut minimalement 1.96 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Évidemment, si vous lisez Fox, lui, il préfère prendre la valeur critique 1.98, du moins si on se réfère à cette table. Pourquoi? Parce qu'il pense que 1.98 est une valeur plus sévère. Et si vous avez une valeur critique plus sévère et que malgré tout, vous réussissez à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, votre conclusion sera d'autant plus crédible, fiable aux yeux de la communauté scientifique. C'est la raison pour laquelle Fox, en l'occurrence, conseille ici de prendre la valeur critique 1.98. En ce qui me concerne, je pense que c'est plus raisonnable de prendre la valeur 1.87. Pourquoi? Parce que je pense que le nombre de degrés de liberté 1938 est plus proche de l'infini que de la valeur 120 ici. Et donc, comme 1938 comme degré de liberté est plus proche de l'infini que de 120, sur cette table en tout cas, eh bien moi je préfère prendre la valeur critique 1.87. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, la plus fondamentale, c'est que effectivement, 1.96 correspond à la valeur critique Z pour un niveau de confiance de 95%. Donc, on voit bien que la distribution du T de Sidon suit une distribution normale parce que la valeur critique de T 1.96 est exactement égale à la valeur critique de Z dans le cas de la distribution Z de la loi normale. Alors moi, je préfère encore une fois prendre la valeur 1.96 qui effectivement nous permet de mieux voir le lien qui existe entre la distribution du T de Sidon et celle Z de la loi normale. Et donc ici, on nous dit qu'il faut minimalement 1.96 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Alors, on va essayer de visualiser la prise de décision ensemble, étant entendu que si on devait opter pour un test unilatéral au même seuil de signification et avec le même nombre de degrés de liberté à l'infini, il nous faudrait 1.645 comme T minimal. On voit bien ici que la valeur critique pour le test unilatéral est plus petite que la valeur critique pour le test bilatéral. Et donc, on a l'impression que le test bilatéral est plus exigeant en termes de rejet de l'hypothèse nulle. Justement, c'est la raison pour laquelle c'est le test le plus souvent utilisé par les chercheurs. Parce que si le test bilatéral est plus exigeant que le test unilatéral en termes de rejet de l'hypothèse nulle et qu'on parvient malgré tout à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, nos conclusions seront d'autant plus fiables aux yeux de la communauté scientifique. Alors, si nous avons formulé notre hypothèse de recherche du genre il y a une différence entre hommes et femmes, eh bien, notre hypothèse, effectivement alternative, doit être formulée en conséquence, à l'effet qu'il y a une différence entre les deux moyennes de groupe. De telle sorte qu'on est sous l'hypothèse nulle, une absence de différence entre hommes et femmes. Alors, sous cette hypothèse nulle, on aurait pu obtenir une différence de 0, ou bien une différence de 0.5, ou bien une différence de 1, ou une différence de 1.5. Si vous représentez la distribution de tous les t possibles, vous obtenez cette distribution. En l'occurrence, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, dans 95% des cas, on aura des échantillons dont le t compris à plus ou moins 1.96. Autrement dit, la valeur critique que nous venons de trouver sur la table de la distribution d'échantillonnage. Précisément la zone de nullité de la relation autour de 0. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir où se situe notre t calculé à nous. Étant entendu que les statisticiens conseillent, lorsque la valeur du t de Sidon est négatif, d'enlever le signe en calculant la valeur absolue. Enlevons le signe négatif et calculons la valeur absolue du t de façon à obtenir 2.65. On voit bien ici que la valeur absolue du t calculé se situe dans la zone de rejet de l'hypothèse nulle. Autrement dit, la valeur 2.65 est très éloignée par rapport à 0. Par conséquent, la différence est statistiquement significative par rapport à 0. En tout cas, le t calculé excède le t critique. Et par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle d'une absence de relation. Par contre, lorsqu'on formule l'hypothèse alternative en termes bidirectionnels, peu importe que vous calculez la valeur absolue du t ou pas, vous allez toujours prendre une décision. Et donc, en situation bilatérale, il n'est même pas nécessaire de calculer la valeur absolue. Alors, laissons le signe du t tel quel
Et plaçons cette valeur sur la courbe. Eh bien, nous avons le t calculé ici, moins 2,65. Et donc, nous prenons la même décision de rejet de l'hypothèse nulle. Et voilà comment se présente la distribution d'échantillonnage du t de Student pour une situation bilatérale. Alors, on va récapituler. Pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence, il faut que la valeur calculée du t soit plus grande que la valeur critique, ou bien que la probabilité calculée par SPSS soit plus petite que le risque d'erreur maximale 0,05. Eh bien, cette probabilité calculée, on peut la retrouver. En l'occurrence, lorsque les conditions d'application du t de Student sont remplies, on va les voir tout à l'heure, eh bien, la statistique du t de Student est égale à z de la loi normale. Et donc, z ici est égal à 2,65. À partir de là, on peut lire les proportions extérieures à plus ou moins 2,65. Ici, 0,004. Vous les additionnez les deux proportions et vous retrouvez le P calculé. Ici, on est obligé de rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est tellement faible, en tout cas plus petite que 0,05, qu'on peut se permettre effectivement de rejeter l'hypothèse nulle. Qu'en est-il maintenant si on optait pour un test unilatéral? En l'occurrence, en tant que chercheur, supposons qu'on formule notre hypothèse du genre « les hommes consacrent moins d'heures que les femmes à regarder la TV ». Et dans ce cas, l'hypothèse alternative va être formulée en conséquence. Donc, la moyenne des hommes est inférieure à celle des femmes. Ici, on n'aurait pas deux zones de rejet, on aurait une seule zone de rejet. Étant entendu que le test étant unilatéral, ben, il faut une valeur critique de 1,645 minimalement pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Donc ici, c'est un test unilatéral inférieur, ben, on aurait un signe négatif par rapport à la valeur critique. Et bien ici, effectivement, on rejetterait l'hypothèse nulle pour conclure effectivement que la moyenne des hommes est inférieure à celle des femmes. Et si on avait formulé de façon contraire, les femmes consacrent plus d'heures que les hommes à regarder la TV. Mais dans ce cas, vous aurez une zone de rejet du côté supérieur et vous prendriez la même décision à l'effet effectivement qu'ici, la moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes. Et donc, on voit bien ici qu'il est beaucoup plus facile de rejeter l'hypothèse nulle dans le cas d'un test unilatéral. Et donc, on peut voir ici une possibilité d'instrumentaliser le test T. En l'occurrence, il est possible qu'on utilise le test unilatéral juste dans la perspective d'augmenter nos chances de rejeter l'hypothèse nulle. À l'instar du qui carré, eh bien, le test T a tendance à être statistiquement significatif au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. De telle sorte que le T de Student ne rend compte que de la signification statistique. Une façon de tenir compte de l'effet de l'augmentation du nombre de cas sur le T de Student, eh bien, c'est de calculer ce qu'on appelle l'état carré. Alors, regardez bien la formule, elle est similaire à celle du coefficient de contingence que nous avions rencontré la semaine passée. Vous prenez le T au carré, divisé par le T au carré, et vous tenez compte du nombre de cas, précisément du nombre de degrés de liberté. Mais le résultat sera l'état carré. Alors, j'applique la formule et j'obtiens 0,0036. On peut utiliser la règle d'interprétation de Cohen, qui est une référence en matière de statistiques, en particulier en termes de calcul de puissance statistique. Alors, vous avez ici une règle d'interprétation. Et donc, selon cette règle d'interprétation, ici, nous sommes en présence d'effets de très petite taille. Autrement dit, le sexe a un effet de faible taille sur le temps passé devant la TV. Encore, ce qui est intéressant avec l'état carré, c'est qu'on peut l'interpréter en termes de proportion expliquée ou de variance expliquée. Ici, le sexe explique seulement 0,36% de la variation dans le temps d'écoute de la TV, ce qui est un peu faible, d'où la nécessité d'aller impliquer d'autres variables, d'autres prédicteurs pour aider à augmenter la variance expliquée. Alors, voilà l'intérêt justement de l'état carré, c'est qu'il peut s'interpréter aussi en termes de variance expliquée. Mais son inconvénient majeur, c'est que sa valeur est assez éloignée des standards. Regardez ici les valeurs de l'état carré, pour un effet de grande taille, ça prend juste 0,14. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va peut-être parfois préférer présenter ce qu'on appelle le dé de Cohen.
Donc, il se calcule en prenant le t multiplié par la racine carrée de 1 sur n1 plus 1 sur n2. J'applique la formule et j'obtiens 0.12, qui est un peu plus élevé que l'état carré que nous avons fini de calculer. Selon cette règle d'interprétation de Cohen, on est toujours en présence d'un effet de très petite taille. L'intérêt du dé de Cohen, c'est qu'il donne effectivement des valeurs qui sont proches de nos standards. Sauf que la statistique du dé de Cohen peut facilement dépasser 1, ce qui est un peu problématique. Généralement, les mesures d'association varient de 0 à 1. Du moins, c'est le cas des mesures d'association qu'on a vues, c'est le cas aussi de l'état carré. Pour que le test de Student s'applique, il faut respecter un certain nombre de conditions. Et la première condition, vous la connaissez déjà, c'est qu'il faut que l'échantillonnage des deux groupes soit aléatoire, parce qu'on pense effectivement qu'un échantillon aléatoire a tendance à donner un échantillon représentatif de la population. Et surtout, il faut que la variable dépendante quantitative contenue précisément suive une distribution normale. Autrement dit, une distribution paramétrée selon la moyenne et l'écart type. C'est pourquoi on parle du test T comme étant un test paramétrique. On peut utiliser en l'occurrence le test de normalité qui va aider à tester l'hypothèse nulle d'une égalité entre une distribution observée et la distribution normale, de façon à ajuster les deux distributions. Mais comme pour tout test d'hypothèse, le test de normalité a tendance à être extrêmement significatif lorsque la taille de l'échantillon augmente. C'est pourquoi c'est important de chercher toujours à visualiser la distribution de la variable dépendante, par exemple à l'aide de l'histogramme ou bien de la courbe QQ-plot. Étant entendu qu'on peut bien sûr relativiser le coefficient d'asymétrie par son erreur type de façon à s'assurer que le rapport ne dépasse pas 2, le signe d'une distribution normale. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la taille de l'échantillon est grande, eh bien, le test T est robuste. Autrement dit, il peut s'appliquer même si la distribution de la variable dépendante n'est pas normale. En notant que pour chaque groupe, qu'on ait au minimum 15 cas. En revanche, lorsque la distribution de la variable dépendante n'est pas normale et que la taille de l'échantillon est petite, dans ce cas, le test T de Student n'est pas robuste. On utilise plutôt ce qu'on appelle les tests non paramétriques, en l'occurrence le test Human-Whitney. Lorsqu'on compare deux groupes, encore faudrait-il que ces deux groupes soient comparables. Difficile de comparer un chat et un chien. Eh bien, c'est le même principe. Pour pouvoir comparer deux groupes, il faut que les variances des deux groupes soient égales. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de différence entre les variances des deux groupes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon statistique homoscédasticité. On peut vérifier ce postulat en utilisant ce qu'on appelle le test d'homogénéité de Leuven. Donc, il va chercher à tester l'hypothèse nulle à l'effet que la variance du groupe 1 est égale à la variance du groupe 2. Étant entendu, encore une fois, c'est le même problème. Le test d'homogénéité de Leuven a tendance à être significatif lorsque la taille de l'échantillon augmente. C'est pourquoi c'est aussi important de chercher à visualiser les variances à l'aide de ce qu'on appelle le diagramme en boîte juxtaposée. Étant entendu, bien sûr, que lorsque vous êtes en situation d'hétéroscédasticité, autrement dit, lorsque les variances des deux groupes sont inégales, mais que malgré tout, les deux groupes sont de même effectif, eh bien, le test T de Student sera robuste. Mais lorsqu'on est en situation d'hétéroscédasticité importante et qu'on est en présence d'un dévi non balancé, autrement dit, les deux groupes n'ont pas le même effectif, mais dans ce cas, le test T de Student n'est pas robuste, il faut plutôt utiliser le test T' de Wells. Donc, le test T' de Wells est une adaptation du test T de Student. Et SPSS nous sort en même temps les résultats du test de Student et ceux du test T' de Wells. Et finalement, pour pouvoir utiliser le test T de Student, il faut que les deux groupes soient indépendants. Autrement dit, le choix des femmes ne doit pas dépendre du choix des hommes. Et donc, si vos groupes échantillonnés sont dépendants, vous utilisez le test T pairé. En particulier pour des mesures répétées, c'est-à-dire lorsqu'on mesure un phénomène à deux reprises auprès des mêmes individus. On obtient ainsi une variable indépendante intra-sujet. Par exemple, on peut vouloir vérifier l'efficacité d'une diète pour perdre du poids. Vous faites la pesée avant la prise de diète, la pesée après la prise de diète et vous comparez les moyennes des deux mesures. Ici,
on est en mesure d'intervenir, autrement dit de manipuler la VI. Ce n'est pas le cas lorsqu'on s'intéresse à l'attitude des professeurs face au salaire. Donc, vous mesurez le degré de satisfaction au temps 1, ensuite au temps 2, et vous comparez les moyennes des deux mesures. Le test TPRE peut aussi être utilisé lorsque vous avez des groupes à parier. Autrement dit, lorsque l'étude porte sur des groupes qui ont plus ou moins des caractéristiques similaires et qu'on décide d'apparier. Dans le cas, par exemple, de l'évaluation d'une nouvelle méthode d'enseignement, on peut appliquer la nouvelle méthode à un groupe expérimental et l'ancienne méthode à un groupe contrôle et on compare les moyennes des deux groupes. Ou finalement, lorsqu'on s'intéresse à l'anxiété des couples face à l'infertilité, eh bien, on peut pairer les conjoints et les conjointes de façon à tester l'anxiété simultanément. Et bien, par la suite, vous comparez les moyennes des deux groupes. Voilà pour ce qui est du test T de Sydon, qui est approprié encore une fois lorsqu'on analyse une relation entre une variable indépendante dichotomique et une variable dépendante quantitative continue précisément. Que se passe-t-il maintenant lorsque la variable indépendante, au lieu de comporter deux catégories, comporte plutôt trois catégories ou plus?